Une fillette de 3 ans a été maltraitée par sa belle-mère et enfermée dans une étable emplie d'une odeur de fumier. Sa vie semblait sur le point de s'achever, jusqu'à ce qu'un mystérieux millionnaire passe par hasard devant la ferme et entre pour ouvrir la porte que personne n'osait toucher. Le vent hurlait à travers le champ, s'infiltrant entre les planches de la vieille étable. L'air nocturne était lourd, tel un rideau sale drapant tout humide, froid et imprégné de l'odeur nauséabonde du fumier de vache. Dans un coin de l'étable, une petite enfant était recroquevillée, une couverture déchirée recouvrant à peine son corps tremblant. Laurie ne dormait pas. Elle avait essayé, mais le froid lui pénétrait le bout des doigts. La faim lui tordait l'estomac, et l'odeur du fumier lui piquait les yeux, trop pour les garder fermés. Sa bouche était scellée avec du ruban adhésif, même respirer par le nez lui donnait des hauts le cœur. Ses mains étaient lâchement attachées avec un vieux foulard, et de la paille lui collait à la peau. La petite fille de 3 ans n'appelait plus. Au début de son incarcération, elle avait crié « Papa » jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. Elle s'était étirée, pleurant dans le vide. Plus maintenant. Maintenant, il n'y avait que le silence, et seul son cœur battait encore, par pure habitude. Lucky, le vieux chien, était assis près de la porte de l'abri. On l'avait frappé plusieurs fois pour avoir aboyé la nuit, on l'avait traité de sale chien qui ne remuait la queue que pour les enfants, mais il ne partait jamais. Il restait, et ce soir, il se tenait immobile comme un garde vieillissant en service. De la maison principale parvint le bruit de pantoufles traînées sur le sol en béton, puis une voix douce comme un souffle, juste assez forte pour couvrir le vent. « Vous êtes venu au bon moment. » Sylvia mit son téléphone sur haut-parleur et ajusta le col de son cardigan. Sa voix était douce, tendre, comme un texte appris par cœur. Elle dort maintenant. Je lui ai raconté un conte de fées et elle m'a même demandé une berceuse. L'homme à l'autre bout du fil semblait sans méfiance. Alors elle s'habitue à toi. Tu t'en sors très bien, Sylvia. Je suis soulagé. Sylvia regarda vers l'étable. Son sourire était aussi fin et sans vie que celui de quelqu'un qui regarde une vieille tache séchée. Je fais juste ce que toute mère devrait faire. L'appel prit fin. Son visage s'assombrit instantanément. Son regard était vide d'émotion. Elle se retourna et ouvrit la porte de l'étable d'une main. Claquement. La porte s'ouvrit en grinçant, les charnières gémissant faiblement. Lucky émit un grognement sourd, pas féroce, mais ferme. Il ne recula pas. Il se plaça entre la fille et la femme qui approchait. Sylvia ne le regarda même pas. Elle arracha le ruban adhésif de la bouche de Laurie. La fille tressaillit et toussa. Ses lèvres se gercèrent et se tachèrent de sang séché. Pleure encore et je te remplirai la bouche de paille. La fille ne pleura pas. Elle regarda simplement Lucky, tremblante, tandis que Sylvia se penchait vers elle. Instinctivement, Laurie leva une main fragile devant le chien, essayant de le protéger. Sylvia le vit, sa bouche se retroussa. « Tu appelles toujours papa, je l'ai entendu. Continue de rêver. Ton père ne veut pas de toi. Il n'appelle que moi. » Laurie détourna le visage. « Tu m'appelles maman maintenant ?» Sylvia se moqua, crachant presque les mots. Ta mère est morte. Elle est morte en te donnant naissance. Tu n'as personne. Et moi? Je ne veux pas être ta mère. Lucky aboya bas et fort, puis fit un pas en avant. Sylvia donna un coup de pied latéral, pas fort mais suffisant. Il le toucha au ventre. Lucky s'effondra en gémissant, mais ne s'enfuit pas. Il rampa jusqu'à Laurie, blottit sa tête contre son bras et haleta bruyamment. Sylvia sortit et claqua la porte du hangar comme si elle fermait le couvercle d'un cercueil. Elle murmura, c'est inutile. Autant mourir. À l'intérieur du hangar, Laurie était assise, recroquevillée. Elle n'avait plus une larme à verser. Chaque coup de vent la faisait frissonner, mais son corps ne convulsait plus. Lucky se rapprocha et lui lécha doucement la main. Laurie leva les yeux vers le toit fissuré. La lumière de la lune s'infiltrait par les interstices, dispersée comme la lumière vacillante d'un vieux projecteur.
Elle parlait très doucement, sans savoir à qui, sans savoir si quelqu'un l'entendrait. « Papa, j'ai froid. » Le vent sifflait à travers les lattes de bois au long, régulier et plus froid que n'importe quelle réponse qu'elle recevrait jamais. Le froid s'infiltrait encore dans les fissures de l'étable. La paille sèche collait au sol comme de minuscules épines. Dans le coin sombre, Laurie était assise, recroquevillée, ses petites mains couvrant sa tête, tremblantes, non pas de froid mais de peur. Le grincement des pantoufles qui traînaient s'arrêta juste devant la porte du hangar. Cliquez. La porte s'est ouverte. « Tu montres toujours ton visage ici, hein ?» Sylvia grogna. « Combien de fois dois-je te le dire, espèce de petit morveux irrespectueux ?» Avant que Laurie puisse répondre, la main de la femme la frappa. Sa joue se dégonfla brusquement, ses lèvres s'ouvrirent, mais pas une larme ne coula, juste un léger gémissement, comme le dernier réflexe d'une âme épuisée. « Tu te prends pour une sorte de princesse ? J'en ai marre de toi. » Chaque mot atterrissait d'un coup de balai. Sylvia ne portait plus le masque doux d'une femme comme il se doit devant son mari. Pour l'instant, elle n'était plus qu'une bête sous une peau humaine, déversant la frustration de toute sa vie sur le corps fragile qui se trouvait devant elle. Lucky, le vieux chien, bondit en avant. Il aboya bruyamment, se plaçant entre Sylvia et Laurie. Sylvia grogna et lança le balai droit sur lui. Lucky a esquivé le premier coup, mais lorsque le balai est redescendu, il l'a touché. Il s'effondra en poussant un cri, puis se retourna et courut, non pas par peur mais parce qu'il savait que cette fois-ci, il n'en avait pas la force. Un chemin de terre solitaire. À ce moment-là, un SUV gris s'est arrêté au bord de la route caillouteuse. À l'intérieur, Richard Hale, celui que l'on surnommait millionnaire mais qui se surnommait lui-même, ce qui restait immobile. Ce qui restait après l'accident qui avait emporté sa femme et sa fille de 3 ans. La lumière du tableau de bord projetait une lueur pâle sur son visage, profondément ridé après 3 années de silence. Sur le siège passager, un vieux carnet en cuir était ouvert à sa dernière page. L'encre était légèrement tachée. Ton 3e anniversaire. Si tu étais encore là, que voudrais-tu? Une glace à la menthe? Ou juste être tenu en silence? Il le lut encore et encore, puis ferma le carnet et le glissa dans la poche de son manteau. Richard n'était pas venu ici pour affaires. Pas de rendez-vous, pas de réunion. Ce n'est pas parce que le froid de cette nuit était si froid que tout semblait s'arrêter, et parfois, le souvenir n'a pas besoin de raison pour nous ramener là où tout a commencé. Le SUV trembla. Le voyant moteur s'alluma au rouge. Il jura dans sa barbe, sortit la clé et tendit la main vers la portière. Lorsqu'une ombre apparut près du bord de la route, un chien au pelage gris-noir, une patte arrière boiteuse, autour du cou un collier en tissu usé avec le mot « Lucky ». Il n'aboyait pas, ne grognait pas. Il le regardait simplement comme s'il l'attendait. « Et maintenant » murmura Richard. Le chien s'approcha avec hésitation, puis mordit doucement le bord de son pelage, tira, lâcha prise, tira à nouveau. Richard fronça les sourcils. « Tu as faim ? Je n'ai rien à manger, et je ne suis pas vétérinaire non plus. » Le chien ne scia pas, puis fit quelques pas, s'arrêta, regarda en arrière, marcha plus loin, s'arrêta à nouveau, regarda à nouveau. Ses yeux n'étaient pas seulement ceux d'un chien, c'étaient les yeux de quelque chose qui savait. Richard resta immobile, les mains dans les poches, pensif. Une partie de lui voulait se détourner, mais le chien revint, cette fois plus insistant. Il a poussé sa tête contre sa jambe, a griffé la terre et a gémi doucement. « Je ne supplie pas, je plaide. » « Bon sang, marmonna-t-il. » Il prit une lampe de poche dans le coffre, l'alluma et le suivit. Le vent se rafraîchissait. L'herbe haute lui grattait le pantalon. Plus loin, une ferme abandonnée, un toit en tôle pliée, une clôture en bois cassé et, au bout du chemin, une étable gris argentée, vieille et obsédante. La lampe de poche balayait le sol, des traces de sang. La poitrine de Richard se serra. Un grand bruit sourd retentit à l'intérieur. Il accéléra le pas. Un gémissement, puis le silence,
puis un aboiement faible. La porte du hangar était entr'ouverte. Le vent sifflait à travers les lattes. Richard leva la main, poussa la porte et se figea. Ce qui se déroulait devant lui était une scène dont aucun tribunal ne pouvait contenir la culpabilité. Laurie, recroquevillée dans de la paille humide, entourée de sang séché. Une joue meurtrie, la lèvre déchirée, les 2 poignets gonflés de bleu sombre. Elle tenait sa tête, son corps tremblant comme quelqu'un qui a de la fièvre. À son poignet, un léger cœur en plastique tacheté de sang attaché avec une ficelle simple, petit, mais indubitablement familier, car Richard avait autrefois attaché le même genre au poignet de sa fille. Il ne pouvait pas bouger. La lampe de poche tremblait dans sa main, non pas à cause du vent, mais à cause des tremblements de tout son corps. L'enfant ne pleurait pas. Elle le regardait simplement. Un regard silencieux. Sans foi, sans espoir, sans supplication. Juste de l'attente. De l'autre côté du hangar, Sylvia se tenait debout, agrippant le balai, respirant fort, les yeux écarquillés, la bouche prête à parler. Ce n'est qu'une enfant. Elle est tombée. Arrête, la voix de Richard trancha l'air comme de l'acier, si basse que même le vent s'arrêta. Lâche le balai. L'emprise de Sylvia se resserra, son expression changea. Qui es-tu? Tu ne peux pas juste. Lucky grogna cette fois, un grognement aiguisé comme une lame qui trancha le silence. Richard s'avança et sortit son téléphone. J'ai déjà appelé la police. S'il tarde, je te traînerai à la une de tous les journaux du pays. Il s'agenouilla et souleva doucement Laurie de la paille. Elle était légère comme l'air, mais le tremblement de son corps lui donnait l'impression de tenir une pierre. Tu es en sécurité maintenant, ma chérie. Je suis là. Laurie ne répondit pas, mais son menton reposait sur son épaule, tremblant comme le vent à la fin de l'hiver. Une petite larme coula sur sa joue, silencieuse et petite, mais cette fois quelqu'un la vit. À l'intérieur du SUV, à toute vitesse dans la nuit. Richard et il luttaient pour retenir ses mains. Laurie était emmitouflée dans son manteau, son corps menu, pas plus grand qu'une manche repliée. Ses yeux étaient fermés, sa respiration était courte, mais elle était toujours là où c'était au moins une certitude. Il conduisait, la tenant fermement d'une main, de l'autre. Sa tête reposait contre sa poitrine, ses cheveux emmêlés s'accrochaient à son manteau, des brins de paille collés à son dos. De temps à autre, elle tressaillait comme quelqu'un qui frôle une blessure non cicatrisée. Il la serrait plus fort. À l'entrée des urgences, une infirmière les aperçut et appuya sur la sonnette d'urgence. Une vague de médecins déferla comme une marée. Richard se pencha, tendant Laurie comme s'il abandonnait un morceau de vie brisée. Le docteur Rachel Bennett, la pédiatre en chef, tressaillit à la vue des blessures. Elle parvint seulement à murmurer à Richard. État critique. Trop de signes très négatifs. Tandis que Rachel déposait délicatement l'enfant sur la civière, elle se pencha et demanda doucement. Comment t'appelles-tu, chérie? Il n'y eut aucune réponse, mais Richard se pencha et murmura à l'oreille de l'enfant. Je suis là. Personne ne te fera plus de mal. Laurie ouvrit les yeux. Ses lèvres étaient sèches et gercées, mais un mot fragile s'échappa. Maman. Rachel a demandé. Qui est ta mère? La fille regarda Richard puis dit un mot, mais c'était plus que suffisant. Le brancard disparut derrière les portes, et c'est seulement à ce moment-là que Richard l'entendit, le claquement doux et régulier des griffes sur le ciment. Il se retourna, surpris. C'était Lucky, le chien, qui boitait vers le bâtiment depuis l'obscurité, couvert d'égratignures, une oreille arrachée, le museau taché de sang séché. Mais ses yeux étaient toujours ouverts et fixés droit devant, vers la porte de l'hôpital. Une infirmière s'écria. Il y a un chien. Richard l'a arrêté. Non. C'est l'ami du gamin. Lucky l'atteignit en titubant, puis s'effondra. Sa poitrine se souleva, mais il garda la tête haute. Un homme en blouse blanche apparut à l'intérieur, son badge brillant. Le docteur Jeff Wallace, vétérinaire de garde,
venait d'arriver pour une urgence concernant un chien errant lorsque l'infirmière l'a interpellé. Wallace s'est agenouillé à côté du chien. Une articulation disloquée, une légère perte de sang, du froid et de l'épuisement, mais il est sauvable. Richard hocha la tête. Sauve-le. Il le mérite plus que quiconque. Lucky fut soulevé sur un brancard propre. Il n'aboya pas, ne résista pas. Il lança simplement à Richard un dernier regard, profond et lent, comme un au revoir silencieux. Pendant ce temps, Laurie était emmenée en salle de traumatologie. Rachel examina ses blessures. Elle n'avait jamais vu un enfant survivre à de telles blessures et respirer encore, main gauche gravement contusionnée, jambe droite fracturée, abdomen profondément meurtri comme par des coups répétés, lèvres fendues, poignets desséchés, marques de corde, ancien gonflement à l'arrière de la tête, personne ne pouvait dire depuis combien de temps c'était là. Richard se tenait devant la paroi vitrée, les poings serrés, la gorge sèche comme du sable. Il fixait l'espace comme s'il suppliait l'univers de garder cette petite âme en vie. Environ 1 heure plus tard, Laurie fut transférée en salle de réveil. Son état était temporairement stabilisé. Le shérif Grant arriva. Il s'approcha de Richard, bloc-notes à la main. « C'est toi qui as appelé ? » ?»« Oui. »« Quel est votre lien de parenté avec l'enfant ? » ?»« Aucun. Je passais par là. Son chien m'a tiré jusqu'à l'étable. »« Que savez-vous de la personne qui a fait ça ? » Richard prit une profonde inspiration. Sa voix était ferme et froide. Une femme qui prétendait être la belle-mère. Je l'ai vu frapper l'enfant avec un balai, directement. Visiblement, aucune erreur. Une confirmation ? Oui, de l'enfant elle-même. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Richard leva les yeux. Quand le médecin lui a demandé qui était ta mère, elle a répondu un seul mot, méchante. Grant resta silencieux. Pendant ce temps, dans la salle d'attente temporaire de l'hôpital, Sylvia était assise, voûtée sur une chaise en plastique. Sa chemise était encore tachée du sang de Laurie. Un enquêteur a demandé. « Vous confirmez que vous vous occupiez de l'enfant ?» Laurie James, oui. La fille de mon mari. Sa mère est morte. Tu l'as frappée ? Numéro 5. Je l'ai punie. Elle était vilaine, refusait de manger, tombait souvent. Ses bleus viennent de ses jeux et de son manque d'écoute. Et le ruban adhésif sur sa bouche ? Elle a beaucoup crié. Les voisins se sont plaints. Les réponses étaient trop faciles. Tellement faciles que Grant rit sèchement. Tu es intelligent, mais tu as oublié la seule chose que les enfants ne savent pas simuler, ce que disent leurs yeux. Cette fille t'a regardé comme si elle regardait droit dans les yeux le diable. Sylvia ne dit rien. Pour la première fois, elle ne protesta pas, non pas par culpabilité, mais parce qu'elle savait qu'il était déjà trop tard. Dans la chambre d'hôpital, Laurie s'agita. Ses paupières s'ouvrirent brusquement. Plafond blanc, odeur de médicaments, lumière tamisée. Pour la première fois, pas de balai, pas de cris, pas de Sylvia. Ses yeux se promenèrent. Elle vit l'homme endormi sur la chaise à côté de son lit. Un léger son s'échappa de ses lèvres, discret mais suffisant pour réveiller Richard. Chanceux. Il s'est immédiatement penché. Il est en sécurité, il est soigné. Il est fort. C'est un héros. Elle le regarda. Ses yeux exprimaient encore de la peur, mais il ne fuyait plus. Sa main bougea légèrement, cherchant un refuge. Richard lui tendit la main sans rien dire. Elle saisit un seul de ses doigts, mais le serra fermement. « Comment t'appelles-tu, Laurie ? » ? « Je suis Richard. À partir de maintenant, je veillerai sur ton sommeil. Plus personne ne te fera de mal. Plus personne ne t'enfermera dans le noir. Promis. » Laurie ne répondit pas, mais ses yeux se fermèrent et elle prit une profonde inspiration calme. C'était la première fois que quelqu'un restait à ses côtés jusqu'au matin. La lumière du soleil filtrait doucement par la fenêtre de l'hôpital. L'air était pur, stérile, frais,
mais personne dans cette pièce ne le trouvait réconfortant. En salle de réveil, Laurie dormait encore. Ses petites mains étaient enveloppées dans une couverture polaire, une gaze blanche recouvrant presque la moitié de son visage, le reste étant couvert de bleu, comme si quelqu'un avait peint sa peau fragile avec de l'encre renversée. Richard s'assit à côté d'elle, sa main ne quittant jamais le coin de la couverture où reposait sa petite main, la serrant fermement comme pour s'assurer qu'il ne disparaîtrait pas. Il ne dormait pas, ne fermait pas les yeux. Il restait assis là, comme si, au moment où il le lâcherait, l'enfant risquait de disparaître à nouveau. Des pas résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit doucement. Le docteur Rachel Bennett, la pédiatre traitante, entra, presse-papier à la main. Elle jeta un coup d'œil au moniteur de signes vitaux, puis hocha légèrement la tête. Elle est stable, mais le traumatisme est profond à l'intérieur comme à l'extérieur. Richard ne dit rien. Rachel s'assit à côté de lui, sa voix s'adoucit, devenant plus personnelle. J'étais de garde il y a 3 ans, la nuit où ta femme et ta fille ont été amenées après l'accident. Je n'ai jamais oublié ton regard cette nuit-là, debout derrière la vitre, non pas en pleurs, mais en hurlant intérieurement. Elle regarda Laurie. Hier soir, quand je t'ai vu porter cette petite fille à travers les portes, j'ai reconnu ses yeux. Mais cette fois, ils appartenaient à un homme qui ne la laisserait pas se perdre. Richard baissa la tête, sans rien dire. Sa main se serra plus fort sur la couverture. Rachel posa doucement sa main sur son épaule. Je ne sais pas qui elle est pour toi, mais si tu veux rester, alors cet enfant vient d'avoir une seconde chance de vivre. Dans la ville de Granger, l'air était lourd, silencieux, comme on le fait après un événement innommable. L'histoire de la petite fille enfermée dans une étable, ligotée et bâillonnée, n'était plus qu'une rumeur, mais les gens continuaient à ne parler qu'avec leurs yeux, et non avec leur bouche. Au bureau du shérif du comté, les vieux bancs en bois trônaient sous une vitre poussiéreuse. Les gens attendaient le renouvellement des permis, le contrôle technique des véhicules, les formalités administratives, les tâches routinières, mais ce jour-là, personne n'éleva la voix. Personne ne rit. C'était comme si toute la ville retenait son souffle, attendant de voir qui oserait expirer le premier. Au fond du couloir, une fillette élancée de 12 ans était assise, recroquevillée sur un banc. Ses cheveux tressés étaient bien coiffés dans le dos. À côté d'elle, sa mère, Sarah, le visage pâle, caressait doucement la jambe de sa fille. Emma fixait le carrelage, mais ses yeux remplis de larmes ne le quittaient pas. Elle ne s'accrochait pas au bras de sa mère comme une enfant. Au lieu de cela, elle serrait ses propres mains si fort que ses ongles laissaient des marques sur sa peau. La porte en bois s'ouvrit. Un adjoint en sortit, parcourant un presse-papier. « Sarah, ta fille s'appelle Emma ?» La mère hocha la tête. « Oui, elle a quelque chose à dire. » Le shérif Grant était assis en face d'Emma. Il ne portait pas d'uniforme, juste une chemise boutonnée et un pantalon. Ses mains reposaient sur la table, veillant à ne pas lui donner l'impression d'être interrogée. Emma leva les yeux. Ses yeux étaient clairs, mais lourds du poids d'une enfant qui avait vu quelque chose que même les adultes avaient du mal à nommer. « J'ai tout vu. Notre maison est juste derrière la leur. » De la fenêtre du grenier, on voit directement l'étable de Sylvia. Grant hocha la tête. « Que as-tu vu, Emma ?» Emma prit une profonde inspiration, sa voix était rauque. « Je l'ai souvent vu traîner Laurie dehors, lui attacher les mains. Parfois, elle lui fermait la bouche avec du ruban adhésif. Une nuit, elle l'a jeté dans le foin comme un sac poubelle. Laurie pleurait, mais c'était des pleurs silencieux, sans bruit. As-tu déjà parlé à un adulte ? Emma secoua la tête, les yeux baissés. Je voulais le dire à ma mère, mais un jour, j'ai traversé le jardin de Sylvia et elle m'a regardé fixement, puis elle a dit, tu parles trop, ma fille. Tu ne seras pas en sécurité. Elle n'a pas crié, mais ses yeux m'ont fait geler. Elle marqua une pause, puis ajouta. Je pensais peut-être que je me faisais des idées, mais cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Le lendemain, je ne suis plus allé dans notre jardin. Chaque fois que je voyais Laurie,
j'avais envie de dire quelque chose, mais je n'étais pas assez courageuse. Emma serra les poings et leva la tête. Mais si je me tais, elle sera toujours dans ce hangar, et la prochaine fois, il n'y aura pas de chance de la réparer. Le shérif Grant regarda la jeune fille devant lui. À cet instant, elle n'était plus une simple enfant. Elle était la première à dire à voix haute ce que la ville entière avait ignoré. Tu n'as pas seulement été témoin de quelque chose, tu as sauvé une vie. Tu as ouvert la porte. Dans un petit bureau de la gare, Blake Rogers, ancien président du conseil municipal, était assis en face de Grant. Il était bien habillé, les cheveux peignés sur le côté, mais ses épaules étaient voûtées comme s'il se préparait à quelque chose. Grant a posé un dossier sur le bureau. Vous avez entendu des plaintes à propos de Sylvia? Oui, mais c'était des rumeurs. Personne ne m'a apporté de preuves. Je ne pouvais pas me contenter de suppositions. Quelqu'un t'a dit de ne pas demander? Blake évita son regard. Je ne voulais pas perturber les choses. Dans une petite ville, maintenir la paix est plus important que de fourrer son nez dans la famille de quelqu'un. Grant sourit, pas amusé. Et comme c'était paisible pour la petite fille attachée, battue et abandonnée dans une étable? Blake se tut. Ce silence n'était pas défensif, mais une confrontation avec lui-même. Quelques instants plus tard, il sortit de sa poche une lettre signée, une démission. Je ne suis plus apte à occuper ce poste. Grant hocha la tête, sa voix enfin un peu plus douce. Tu fais ce qu'il faut, même s'il est tard. Cet après-midi-là, un vieux pick-up couvert de poussière s'arrêta devant la gare. Mark James, le père biologique de Lori, en sortit. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient, son visage était fermé. Le shérif Grant attendit, mais avant qu'il ne puisse parler, Mark frappa le bureau de sa main. Où est-elle? Où est Sylvia? Qu'a-t-elle fait à ma fille? Assieds-toi, dit Grant calmement. Ma fille s'endormait souvent sur ma poitrine. Cette femme m'a promis un jour de l'élever comme sa propre fille, et j'y ai cru. J'y ai tellement cru que je ne l'ai même pas vue disparaître lentement. Grant ne dit rien. Mark baissa la voix, les poings serrés. Je ne veux pas lui pardonner. Ni à Sylvia. Ni à moi-même. Grant fit glisser une photo sur la table. Lori était dans un lit d'hôpital, le visage meurtri, les poignets meurtris, enveloppés dans une couverture blanche. Mark la regarda et, pour la première fois, il pleura sans un bruit. Chérie, je suis vraiment désolé. Si seulement je n'étais jamais parti. De retour à l'hôpital, la chambre était toujours blanche, mais un oreiller était maintenant calé derrière le dos de Lori. Une petite table pliante se trouvait à côté de son lit, et un ours en peluche tout neuf était assis à côté d'elle. Milo, avec une écharpe rouge en tricot et des yeux légèrement tordus et cousus qui semblaient réels. Lori n'en avait pas peur. Au contraire, elle serra Milo dans ses bras comme si cela avait toujours été là. De l'autre côté de la fenêtre, le soleil couchant s'étendait doucement. Son or pâle illuminait l'ours, la chaise et les mains de Richard tandis qu'il épluchait soigneusement une pomme. Chaque tranche était fine, même si elle était pratiquée comme un homme qui avait déjà fait cela à maintes reprises. Sur le plateau se trouvait un petit repas, du porridge, du lait en boîte, quelques crackers et un livre pour enfants à couverture rigide Milo le lapin et le moulinet volant, une histoire que Richard avait lue à sa défunte fille plus de 20 fois. Lori mangeait en silence, par petites cuillerées. Ses joues étaient toujours pâles, mais son regard était différent. Elle regarda l'oreiller, le livre, lui non pas pour se méfier, mais pour voir que les objets qui hier ne signifiaient rien avaient maintenant une forme, une chaleur. Après le repas, elle ne dormit pas. Richard ne lui demanda rien, il s'assit simplement à côté d'elle, ouvrit le livre et lut. Milo le lapin ne pouvait pas voler, mais il savait attendre le vent. Et le vent vient toujours quand on le souhaite sincèrement. Lori ne dit rien mais posa sa tête contre l'oreiller, les yeux ouverts ne se cachant plus. Un peu plus tard, elle demanda doucement, « Oncle, est-ce que mon père va revenir ?» Richard ferma le livre et la regarda, la voix ferme. « Il est en route,
et cette fois, il ne restera pas derrière la porte. Laurie se tourna vers le mur, serrant toujours l'ours dans ses bras. Sa voix se brisa non pas à cause des larmes, mais à cause d'une question que personne ne lui avait appris à poser. Est-ce qu'il m'aime toujours? Richard se redressa. Son ton était calme. Je ne sais pas. Mais s'il est assis à côté de toi aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il t'aime. C'est parce que tu es encore là pour lui donner une chance. Laurie ne pleura pas, mais quelque chose dans ses yeux se détendit, comme si quelque chose s'était fissuré ou avait commencé à fondre. Elle se tourna vers lui, le fixa longuement, puis demanda. « Combien de temps vas-tu rester » Richard ne répondit pas tout de suite. Il souleva doucement sa main comme s'il tenait une pousse et la plaça dans sa paume. « Aussi longtemps que tu auras besoin de moi. » Laurie ferma légèrement les doigts. Son regard exprimait encore la peur, mais une trace d'autre chose transparaissait désormais, la confiance. Un nouveau jour commençait. La rosée de la nuit n'était pas encore complètement dissipée. Le soleil filtrait doucement à travers une fine couche de nuages, projetant une douce lumière dorée sur le toit du vieil hôpital. Les feuilles à l'extérieur de la chambre contenaient encore des gouttes d'eau, tombant en fines perles sur le béton gris en contrebas. L'air était pur mais vif, comme un matin de début d'automne essayant de respirer à nouveau après une nuit lourde. En salle de réveil, Laurie était déjà réveillée. Elle ne pleurait pas et ne bougeait pas. Elle ouvrait simplement les yeux et regardait autour d'elle un regard qui n'était ni prudent ni confiant. Son ours en peluche, Milo, reposait dans ses bras. Sur le petit plateau à côté d'elle se trouvait une tasse de lait chaud, quelques tranches de pain grillé au beurre de cacahuète et le même livre d'images de la veille, ouvert silencieusement à la page où Milo le lapin essayait d'apprendre à voler. Richard était assis près de son lit, le menton posé sur sa main. Des cernes sous les yeux, mais malgré son épuisement, son regard restait ferme et patient. « Veux-tu quelque chose à manger » demanda-t-il doucement. Laurie hocha légèrement la tête. Elle ne parla pas, mais acquiesça, et cela suffisait. En bas, au premier étage de l'hôpital, Mark James se tenait figé devant l'annuaire de la chambre. Les cheveux en bataille sous une casquette en tissu délavé, une main serrant un petit bouquet de marguerites sauvages enveloppées dans du papier journal. La brise matinale s'infiltrait à travers le col de sa veste, descendant dans son dos, plus froide qu'il ne l'avait prévu, mais pas aussi froide que quelque chose d'autre, le sentiment d'un homme qui avait été père et qui avait en quelque sorte laissé tomber ce titre quelque part sur la route entre les arrêts de camions longue distance et les adieux silencieux. Me reconnaîtra-t-elle seulement? Ou ne suis-je qu'un nom oublié dans un coin de sa mémoire? Il marchait lentement vers sa chambre. Chaque pas lui donnait l'impression de marcher sur des charbons ardents. Il ne pouvait plus éteindre sa honte. Laurie se tourna vers la porte. Un homme qu'elle ne connaissait pas se tenait là. Il ne parlait pas, ne bougeait pas rapidement. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient enfoncés, les épaules de sa veste étaient usées. Dans ses mains, un bouquet de marguerites, le même genre qu'elle avait vu un jour dans un vieux cadre photo à côté du mémorial de sa mère. Elle plissa légèrement les yeux, puis demanda « Qui êtes-vous » Mark serra les fleurs plus fort. Il l'entendait clairement, mais ne se sentait pas blessé. Il ne se sentait pas rejeté, car il savait que sa fille ne l'avait pas oublié. Elle ne reconnaissait simplement pas l'homme qui se tenait devant elle. Le temps avait effacé son visage, mais il n'avait pas effacé le souvenir de son amour. Dans son cœur, il y avait toujours quelqu'un appelé papa, mais cette personne ne correspondait pas vraiment à l'homme qui tremblait devant elle maintenant. Mark hocha la tête. Il entra lentement dans la pièce. « Je suis Mark, l'homme qui t'a serré dans ses bras le premier jour. Celui qui était ton père et qui veut maintenant réapprendre à l'être. » Laurie ne répondit pas. Elle attira Milo plus près d'elle et resta assise, immobile. Mark s'affala sur une chaise à l'autre bout de la pièce. Il n'osa pas s'approcher. « Je ne te demande pas pardon. Juste de rester assis ici, si tu me le permets. Pas de parole, pas de contact. Juste assis comme une chaise qui ne veut plus être jetée. » Laurie s'inclina légèrement, se décalant juste assez pour laisser un petit espace à côté d'elle.
Un espace pas très grand, mais pas fermé non plus. Depuis la porte, Richard resta silencieux. Il voyait cet espace ni une invitation, ni un mur non plus. Lorsque l'infirmière entra pour vérifier les constantes vitales, Mark sortit discrètement pour les laisser travailler. Avant de partir, il se retourna une dernière fois pour regarder son enfant, pour voir ses blessures, pour voir les yeux qu'aucun enfant de 3 ans ne devrait jamais avoir à porter. Il était rempli de regrets, de honte. Et peut-être était-il trop tard, mais il la vit. Dans le couloir, Mark et Richard étaient assis tranquillement à l'extérieur de la pièce. La lumière du soleil filtrait par les fenêtres, projetant une longue traînée dorée sur le carrelage. Mark expira doucement. « J'ai entendu parler de vous, » m'a dit le shérif. « Et puis vous avez sauvé ma fille. » À ce moment-là, c'est moi qui aurais dû être là. Richard n'a pas répondu. Mark continua, la voix rauque. Je ne savais pas qu'elle souffrait. Je la voyais maigrir, se taire. On aurait dit qu'elle allait pleurer dans ses yeux, mais je n'ai rien demandé. J'ai dit qu'elle s'en sortirait. Mais en vérité, je l'ai dit pour moi-même. J'ai préféré le réconfort à la confrontation. Richard le regarda, sans l'accuser, mais sans le réconforter non plus. Mark leva la tête. Je ne suis pas venu pour la reprendre. Je suis venu pour être à ses côtés. Si le tribunal a besoin de quelqu'un pour témoigner de mon absence, de mon échec, et que je veux maintenant rectifier la situation, je le dirai. Je ne suis peut-être pas digne d'être son père, mais je peux témoigner de la vérité. Richard hocha lentement la tête. Je ne crois pas aux mots, mais je vois que tu es là et que tu ne t'en vas pas. Et toi? D'où écoutes-tu cette histoire, dans un bus presque vide, dans le coin de ta chambre familière, ou au plus profond de ton cœur? Vous est-il déjà arrivé de rester dehors alors que vous auriez dû entrer? Y a-t-il quelqu'un dont vous avez oublié le nom, car parfois, un seul mot prononcé au bon moment est la seule chose qui puisse le sortir de l'obscurité qu'il ne sait pas nommer? Après-midi à Granger. Le ciel était voilé d'une fine couche de brume. L'air froid s'infiltrait discrètement dans les cols des chemises, donnant des frissons, même si le vent ne soufflait pas. Après une longue matinée à l'hôpital, après sa conversation avec Richard, Mark James ne se rendit pas au bureau du shérif. Il retourna tranquillement à la ferme, ce qui avait été sa maison, où résidait autrefois le rire d'une vraie famille, et aussi l'endroit où il avait confié sa fille à un homme sans cœur. Le vieux portail en bois grinça lorsqu'il l'ouvrit. Les mauvaises herbes avaient envahi le chemin, sauvages et intactes. Les dalles du jardin étaient fissurées, des plaques de boue entouraient le puits asséché, puis l'étable. Mark se figea en le voyant. Il s'avança lentement vers lui, chaque pas pesant sous le poids du souvenir. C'est ici que Laurie avait été enfermée toute la nuit, entourée de la puanteur du bétail, de la paille moisie et de l'air glacial. Il s'assit, passa la main sur la paille humide et tachée. Personne n'eut besoin de dire quoi que ce soit. Il voyait et comprenait. Ma fille était ici. Des larmes coulèrent, silencieuses mais suffocantes. Il posa sa main sur l'endroit le plus froid du sol de l'abri, comme pour s'excuser de tout son corps. Papa est là, Laurie. Je suis désolé. Je suis rentré trop tard. Il se leva et entra dans la maison. La vieille porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. Il n'y avait personne. Juste un silence. Si épais que même sa propre ombre sur le sol lui semblait étrangère. Le salon était recouvert d'une fine couche de poussière. Le tapis du centre était effiloché sur les bords. Sur une étagère en bois contre le mur se trouvait une vieille poupée, cheveux coupés, un bras cassé, le visage encore maculé de terre. Près de la fenêtre, collé de travers au mur, se trouvait un morceau de papier froissé. Les couleurs cirées avaient pâli, les coins s'étaient recourbés et avaient jauni avec le temps. Mark s'approcha. Ses traits de crayon étaient confus et grossiers. Des cercles sans forme. Des traînées comme des arbres. Et une épaisse tache rouge au centre comme une tête sans yeux. Un seul trait rouge traversait l'endroit où aurait dû se trouver la bouche. Pas de nom. Pas de mots. Juste de la douleur.
Elle ne pouvait pas parler, mais elle dessinait. Marc tremblait en tenant le papier. Son corps semblait léger. Il est là depuis tout ce temps, et je n'ai jamais vraiment regardé. Il s'est effondré sur le sol, la tête dans les mains. L'odeur de la maison n'était plus celle de la vie. C'était la puanteur du regret, jamais exprimée à voix haute. 1 heure plus tard, Marc se rendait au bureau du shérif. Plus de larmes. Juste un homme marchant avec la lucidité de quelqu'un qui vient de se réveiller après 3 ans de sommeil. La porte métallique se referma derrière lui. Dans la cellule de détention, Sylvia Patterson attendait assise. Les mains menottées, le regard froid. Son visage était plus amaigri après plusieurs jours de détention, mais son regard conservait cette acuité amère qui avait autrefois incité tout le quartier à éviter de l'affronter. « Vous êtes ici pour prêcher, dit-elle d'abord, les lèvres serrées. Épargnez-moi ce discours. » Marc s'est approché mais ne s'est pas assis. « Je suis venu regarder dans les yeux la personne qui a abattu mon enfant, l'a enfermé dans un hangar et lui a scotché la bouche par haine. » Sylvia rit amèrement. « Ne fais pas l'air blessé. Tu n'étais pas là. Tu m'as tout laissé. Je l'ai nourri, lavé, éduqué pendant ton absence. » Marc croisa son regard. « J'étais absent, mais je n'ai jamais touché ma fille avec haine. » Sylvia siffla entre ses dents. « Tu l'aimais parce qu'elle était ta Anna. Chaque fois que tu la regardais, je me voyais disparaître. J'essayais de l'accepter, mais je la détestais. Je détestais la façon dont elle me regardait comme si j'étais un étranger. » Marc s'approcha, la voix basse. « Avant, je pensais être le pire d'entre nous, mais maintenant je vois que j'étais un lâche. Tu étais cruel. » Sylvia se raidit. Marc baissa la tête, la voix lente et délibérée. « Je te faisais tellement confiance que je n'ai pas vu ma fille mourir un peu plus chaque année où je restais absent. Tu l'appelais ton enfant, mais chaque fois qu'elle pleurait, tu criais, tu la frappais, tu la menaçais. Je n'ai plus rien à te dire, mais je vais faire une dernière chose. C'est vrai, en tant que père, je me présenterai devant le tribunal et je leur dirai tout. Même ce que j'avais trop peur de voir. » Sylvia ne dit rien. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux se remplirent de larmes, incertaines, de peur ou parce qu'il était tout simplement trop tard. L'acuité de son regard s'est estompée et quelque chose d'autre est apparu, un creux, comme si quelqu'un prononçait son propre verdict avant même que le juge ne parle. Pour la première fois, le regard de Sylvia n'était pas froid. Il était perdu, comme quelqu'un qui s'était enfin condamné. Marc se retourna pour partir. La porte se referma derrière lui avec un clic sec. Il resta immobile dans le couloir pendant quelques secondes, expirant comme quelqu'un qui respire enfin après des années d'étouffement dans le silence. Alors qu'il se tournait pour partir, il s'arrêta. Au fond du couloir, sur le banc à l'extérieur des cellules de détention, était assis Richard Hale. Il n'avait pas frappé, n'avait rien dit. Il était là, personne ne savait depuis combien de temps, mais suffisamment longtemps pour tout entendre. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, à côté de lui, un mince dossier ou des papiers préparés pour l'audience à venir. Son manteau sombre était soigneusement repassé, la manchette pliée dans un pli familier, un petit détail auquel seul un ancien père pouvait prêter attention, surtout lorsqu'il entrait dans une salle d'audience où il refusait de se présenter débraillé. Richard ne répondit pas, il regarda simplement Marc. Et Marc, il n'avait pas besoin de demander. Il savait déjà que l'homme avait tout entendu. Ils se regardèrent. Nul besoin d'explication. Nul besoin de pardon. Et dans cette douce lumière dorée qui filtrait par la fenêtre, un père imparfait commençait à se tenir debout pour son enfant pour la première fois. Juste le regard d'un homme qui avait perdu face à un autre qui commençait tout juste à se relever. Un regard qui disait, « Nous faisons ce qu'il faut. » Marc hocha légèrement la tête, puis se tourna vers le bureau du shérif Grant, où il signerait sa déclaration officielle. Pour la première fois, cette signature ne représentait pas une obligation, mais un éveil. Ce matin-là, à Granger, la ville n'était plus l'endroit calme et paisible qu'elle avait toujours été.
Les médias locaux se sont rassemblés devant le palais de justice du comté. Les habitants sont arrivés en nombre silencieux. Ils ne portaient aucune pancarte, aucune indignation, aucun chant. Ils sont simplement venus, comme s'ils accomplissaient un devoir discret, rendre justice à un enfant enfermé dans une étable par une nuit glaciale d'hiver. Plus tôt ce matin-là, à l'hôpital, une douce lumière du jour filtrait à travers la fenêtre de la salle de réveil, projetant une lueur chaleureuse sur le lit blanc et une toute nouvelle boîte de crayons. Laurie coloriait, ses petites mains traçant des lignes arrondies d'un trait précis. À côté d'elle était assis Milo, l'ours en peluche, dont un bouton avait été recousu et une nouvelle écharpe rouge autour du cou. Richard était assis en face d'elle, un petit manteau à la main et une tasse de lait chaud à la main. Aujourd'hui est un jour spécial, ma petite. On parlera de toi, de ce qui s'est passé. Si tu ne veux pas y aller, ce n'est pas grave. Laurie ne répondit pas. Elle baissa les yeux sur son dessin, une simple image d'une maison, d'un chien et d'un adulte tenant la main d'un petit enfant. Si Milo part, j'irai aussi, dit-elle doucement. Richard lui serra doucement la main, incapable de cacher l'émotion dans ses yeux. Personne ne s'attendait à ce qu'une enfant de 3 ans entre dans une salle d'audience pour réclamer justice et assurer sa propre survie. La voiture s'arrêta devant le palais de justice du comté de Granger par un matin brumeux. Le ciel était d'un gris terne, comme s'il retenait quelque chose qu'il n'avait pas encore dit. L'air n'était pas froid à cause du temps, mais à cause de ce qui allait être révélé. Richard ouvrit la portière et sortit délicatement Laurie. Elle portait une simple robe blanche et serrait Milo fort contre elle. L'écharpe rouge autour du cou de l'ours était propre à un petit cadeau de Richard, désormais son talisman discret. Marc attendait sur les marches du tribunal. Il ne dit rien à sa fille qui s'approchait, se contentant d'acquiescer doucement, les yeux baissés. 3 personnes, un enfant et 2 pères imparfaits franchirent les lourdes portes du tribunal sous le regard silencieux de ceux qui étaient rassemblés à l'extérieur. Personne ne parla, mais tous comprirent qu'il ne s'agissait pas seulement d'un procès pour un crime, c'était la fin du silence collectif. À l'intérieur, le palais de justice Granger était modeste, des bancs en bois usés, des murs peints en blanc et un haut plafond éclairé par des lumières jaunes chaleureuses. La douce lueur semblait voulue pour ne pas briser l'atmosphère fragile qui régnait dans la pièce. Sylvia Patterson était assise derrière le banc des accusés, le visage pâle, le regard toujours vif, mais sans plus de menace. Ses cheveux étaient en bataille, ses mains menottaient devant elle. Autrefois saluée comme une belle-mère modèle, elle n'était désormais plus qu'un nom suivi du mot « criminel ». Laurie était assise entre Richard et Marc. Elle ne pleurait pas. Elle ne parlait pas. Sa petite main reposait doucement sur la manche de Richard, comme si son corps savait déjà que c'était l'endroit le plus sûr. Emma fut la première à témoigner. La petite fille de 8 ans serrait la chemise de sa mère, le regard vitreux, mais sa voix était claire. J'ai vu Laurie enfermée dans l'étable. Je lui ai posé des questions et elle m'a crié dessus. Elle m'a dit que si j'étais curieux, je mourrais jeune. J'avais peur. Je n'en ai parlé à personne, mais chaque nuit, je l'entendais pleurer tout doucement, comme si elle ne voulait pas que personne le sache. Un sanglot s'échappa de la galerie. La mère d'Emma la serra contre elle. Toutes deux pleurèrent ensemble. La pièce s'alourdit. Puis une autre voix s'est élevée, forte, inébranlable. Le docteur Rachel Bennett, la pédiatre qui avait soigné Laurie, a pris la parole sans avoir besoin d'être présentée. J'ai reçu Laurie en état d'hypothermie sévère. Elle avait une vieille blessure à la tête, de multiples ecchymoses sur les bras et des marques rouges autour de la bouche, comme celle du ruban adhésif. Mais le plus douloureux n'était pas physique, c'était ses yeux. Pas de panique, juste un sentiment de vide, comme un enfant qui a déjà compris que personne ne viendrait. Elle se retira. Plus besoin d'un mot. Le silence fit le reste. Puis vint le shérif Grant. Ses yeux ne pouvaient cacher sa culpabilité. Je suis le shérif du comté, celui qui aurait dû agir plus tôt. J'ai reçu un rapport de monsieur Richard Hale, et après enquête, j'ai découvert pire que tout ce que j'avais imaginé. Je ne suis pas ici pour me défendre, je suis ici pour admettre que la loi a tardé,
mais cette fois, elle a fait son effet. Mark James, le père biologique de Lori, n'attendit pas qu'on l'appelle. Il s'avança, sans papier en main, sans excuse à ses yeux. Je suis le père de Lori, et je suis resté silencieux. Je suis rentré à la maison et j'ai vu comment elle me regardait, mais je n'ai rien demandé. J'ai vu le dessin qu'elle avait scotché au mur pendant 3 ans, un cercle sans bouche, et je n'ai jamais vraiment regardé. Je n'ai pas été dupe. J'ai choisi de ne pas savoir. Tandis que les regards s'attardaient sur Mark, une autre silhouette surgit du premier rang, Richard Hale. Il n'éleva pas la voix, mais la salle se tut à ses paroles. Je ne partage aucun lien de sang avec cet enfant. Je n'étais qu'un homme qui passait en voiture cette nuit-là, et j'ai entendu des pleurs venant d'un endroit où personne ne devrait jamais pleurer. Je ne l'ai pas sauvée, elle m'a sauvé, par ce regard, par cette première étreinte, par la confiance qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Richard ne baissa pas la tête. Il ne fit pas semblant d'être fort. Il laissa la vérité s'installer au centre de la pièce. Puis, du dernier rang, Blake Rogers, le leader de la communauté, s'est levé. Il a retiré l'épingle de sa veste. Je n'ai jamais fait de mal à personne, mais je suis resté silencieux. J'ai reçu des rapports. J'ai entendu des enfants dire que Lori dormait toujours dehors, et j'ai dit, pas de preuves, ne vous en mêlez pas. J'appelais à maintenir la paix, mais en réalité, j'ai gardé le mal tranquille. Il a déposé son badge sur le podium des témoins. Je démissionne. Je ne suis pas là pour le pardon. Je suis là pour ne plus me taire. Après les témoignages, le juge a frappé son marteau. Sylvia Patterson a été condamnée à 10 ans de prison, avec interdiction permanente de contact avec les mineurs. La salle d'audience resta silencieuse. Pas d'applaudissements, pas d'acclamations, seuls les regards autrefois silencieux se tournèrent vers Lori, comme s'ils exprimaient une sorte de pénitence. Mark se tenait à côté de Richard. Devant eux se trouvait un document de tutelle, le nom de Lori étant clairement imprimé dans le coin supérieur. Un huissier tendit un stylo à Mark. Il ne le prit pas tout de suite. Il regarda Richard, puis l'enfant blotti dans ses bras. Lori ne se détourna pas. Elle serra simplement Milo contre elle, posant sa joue sur l'épaule de Richard, un endroit familier et sûr. Mark prit une inspiration et, pour la première fois de tout le procès, il parla doucement, mais chaque mot était clair. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je veux qu'au moins une partie de son fardeau soit enfin portée par la bonne personne. Il se pencha et signa. Sa signature était ferme, régulière, sans un trait de travers. Richard ne dit rien. Il posa simplement une main sur l'épaule de Mark, non pas en guise de compliment, mais en signe de reconnaissance de la part d'un homme qui avait tout perdu, au profit d'un autre qui commençait enfin à essayer. 1 heure plus tard, après que la foule eut quitté le palais de justice, la nouvelle était partout. Les gros titres locaux explosèrent. Les réseaux sociaux déferlèrent comme une vague. Le Granger Tribune titrait en gros titres, le démon dans l'étable, le côté obscur d'une belle-mère. Un éditorial s'est répandu comme une traînée de poudre. Granger était autrefois silencieux. On disait, ce ne sont pas mes affaires. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire, je ne savais pas. Images diffusées, Mark et Sylvia, photographiés après l'audience. La légende disait, un coup. L'autre a détourné le regard. Mark n'a jamais riposté, n'a jamais fait de déclaration publique, n'a jamais écrit de réfutation. Ce soir-là, il se tenait seul sur le porche d'une chambre louée, un journal plié à la main. Il lut, puis ne dit rien. Ni colère, ni déni, ni évitement, car il comprenait qu'un vrai père n'est pas quelqu'un qui se défend bien. C'est quelqu'un qui sait quand se taire et quand agir, tant qu'il est encore temps de réparer les dégâts. Cet après-midi-là, le procès s'est terminé dans le silence. Ni acclamation, ni applaudissements, juste le doux bruit de pas quittant la salle où, enfin, la vérité avait été appelée par son nom. Dans le long couloir, Richard était assis sur un vieux banc en bois, tenant Lori sur ses genoux. Elle se blottit contre lui, serrant Milo, l'ours en peluche, comme toujours. Ses yeux étaient mi-clos, fatigués,
mais pas effrayée. Dans sa petite main se trouvait la moitié d'un biscuit, des miettes éparpillées sur son pull blanc. Marc le suivait, toujours dans la même vieille chemise blanche, toujours debout avec cette légère inclinaison en avant, comme quelqu'un toujours sur le point de s'approcher mais s'arrêtant juste au bord. Et puis Laurie leva la tête et murmura doucement. « Papa, on rentre à la maison. » Richard ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de lui tapoter doucement le dos. Marc se figea sur place. Ce simple mot, « papa », si léger, si simple, lui assena un coup de poing dans la poitrine. Non pas parce qu'elle avait appelé la mauvaise personne, mais parce qu'elle avait choisi de le dire d'elle-même, sans qu'on lui ait dit. Il détourna le visage, et dans cette douleur surgit une révélation, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour jouer le rôle de père. Elle a juste besoin de quelqu'un pour être là quand elle a peur. Et cette fois, ce quelqu'un, ce n'est pas moi. Quelques semaines plus tard, Laurie a été libérée. Par un matin calme et sans vent, Richard et Marc vinrent tous deux la chercher. Les papiers de tutelle avaient été signés. La petite maison de Richard avait maintenant un lit d'enfant, une table à colorier, une veilleuse en forme d'ours et une petite fille apprenant à sourire pour de vrai. Laurie ne tressaillit plus au bruit du tonnerre. Elle appelait Richard, « Papa », comme si cela avait toujours été vrai. Elle n'appelait pas Marc, mais chaque fois qu'elle le voyait, elle lui faisait signe. Elle ne l'évitait pas. Elle n'était pas proche, mais elle ne le rejetait pas non plus. Marc venait souvent en fin d'après-midi. Il n'entrait pas. Il se tenait simplement devant la clôture, tenant de petits objets d'un livre d'images, une boîte de lait ou une barrette à cheveux en forme de papillon, non pas pour implorer son pardon, mais simplement pour être près de lui. Un soir, Richard épluchait des carottes dans la cuisine. Laurie était assise dans le salon, tenant Milo dans ses bras, et lisait un livre à voix haute. Elle a crié. « Papa, relis la partie où le chat parle. » Richard a ri. « Je fais de la soupe. Donne-moi une minute. » À ce moment précis, Marc sortit sur le porche. Il l'entendit clairement. Ça ne le fit pas mal. Ça se calma doucement. Il s'assit sur le pas de la porte et posa le livre sur ses genoux. Il ne frappa pas, ne demanda pas à entrer. Il resta simplement assis là, comme quelqu'un qui savait qu'il avait manqué quelque chose de beau, mais qui était reconnaissant de pouvoir encore le voir de loin. Peut-être que je n'ai pas besoin d'être celui qu'elle appelle. Peut-être qu'il suffit d'être celui qui reste. Par un après-midi humide, une pluie fine s'est mise à tomber. Le portail du jardin s'est ouvert en grinçant. Lucky, le vieux chien, est entré, le dos voûté, une patte encore boiteuse. Son pelage était encore hirsute, mais ses yeux brillaient plus que le jour de son sauvetage. Laurie hurla, « Lucky !» Sans attendre, elle se précipita dehors comme une rafale de vent. Richard la suivit en trottinant, riant doucement. Marc se figea, le cœur serré. Lucky n'aboya pas. Il tira doucement sur l'écharpe rouge autour du cou de Milo, puis s'allongea sur le porche, la tête posée sur les pieds de Laurie comme s'il n'était jamais parti. Un vétérinaire a déclaré plus tard, « Je n'ai jamais vu un chien survivre uniquement grâce à son instinct de protection. » Un jour, Laurie a demandé, « Papa, est-ce qu'on a une maman à la maison ?» Richard s'assit à côté de son lit. « Non, mais on t'a. Et quand on t'a, on a l'impression qu'il ne manque rien à la maison. » Laurie hocha la tête, puis se tourna pour serrer Milo dans ses bras. Les yeux fermés, pas de peur, pas de panique, juste un sommeil d'enfant qui sait enfin qu'elle est en sécurité. Quelques mois plus tard, après la tempête qui avait entouré un enfant de 3 ans, la ferme était paisible comme jamais auparavant. Non pas parce qu'il ne se passait plus rien, mais parce que, pour la première fois, les gens avaient appris à se regarder avec honnêteté. Dans une petite maison au bout de Claymore Street, le soleil inondait la cour. Les rires des enfants résonnaient depuis le porche. Laurie, autrefois la fille enfermée dans une étable, courait maintenant pieds nus dans le jardin, une écharpe rouge nouée autour du cou comme une cape de super-héros. C'était un matin très spécial, le premier jour de maternelle de Laurie. Elle portait une robe rose,
un sac à dos en forme de lapin et tenait Milo, l'ours en peluche, dans ses bras. Richard lança ses lacets. Marc se tenait à proximité, étiquetant soigneusement sa boîte à lunch en forme d'étoile, Laurie, classe petit ours. Lucky, le vieux chien, était allongé sous le prunier, les yeux mi-clos. Malgré son âge, il refusait toujours de la laisser aller à l'école sans un départ en bonne et due forme. Laurie regarda les deux hommes, sans confusion ni questionnement. Elle demanda simplement, « J'ai deux pères, n'est-ce pas ?» Richard sourit et hocha la tête. Marc pinça les lèvres et posa doucement une main sur son épaule. Puis Laurie murmura, « Alors, après l'école, où est-ce que je vais ? À la maison ?» Aucun d'eux ne se précipita pour répondre. Richard lui lissa doucement les cheveux. « Où que tu veuilles aller, c'est là que tu vas. Parce que maintenant, tu as deux maisons, deux chambres et deux personnes qui t'attendent toujours. » Après le procès, Marc a volontairement quitté son emploi dans l'ancienne usine, celui qu'il avait tenu éloigné pendant 3 ans pendant que sa fille grandissait sans lui. Il a appris la réparation de vélos près de chez lui et a ouvert un petit atelier. Les revenus étaient modestes, mais il pouvait rentrer avant le coucher du soleil. Il loua un appartement à cette pâtée de maison de chez Richard. Il n'était pas luxueux, mais il comprenait une petite pièce peinte en rose, un lit minuscule, quelques livres pour enfants et un cadre photo. Laurie serrait Lucky dans ses bras, avec Marc et Richard souriant derrière elle. Laurie pouvait rester où elle voulait. Certains jours, elle rentrait avec Richard, d'autres nuits, elle dormait chez Marc. Et parfois, lorsqu'un cauchemar la réveillait au milieu de la nuit, elle frappait à la porte d'une de leurs maisons. Celui qui ouvrait ne demandait jamais pourquoi. Il la serrait simplement contre lui et reprenait là où l'histoire du soir s'était arrêtée. Un après-midi, Lucky était allongé dans la cour. Laurie était assise à côté du vieux chien, arrachant délicatement des feuilles de son pelage. Elle fredonnait doucement. Richard s'occupait du jardin. Marc réparait la serrure de la porte d'entrée. Laurie les regarda tous les deux et demanda, « Est-ce que ça va si je ne me souviens pas de ma mère ?» Marc s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Ce n'est rien. Tu n'as pas besoin de te souvenir mentalement, car tant que tu es encore aimé, cela signifie qu'elle n'est jamais vraiment partie. » Laurie leva les yeux vers son père biologique, l'homme qui était resté silencieux trop longtemps. Puis elle se tourna vers Richard, l'homme qui n'avait aucun lien de sang avec elle. Elle hocha la tête, légère comme une brise. « Je retrouve ma mère dans mes deux pères. » Cette nuit-là, Richard a écrit une ligne dans son journal, « Nous pensions sauver un enfant, mais il s'avère qu'elle nous a sauvés. » À toi, qui as suivi cette histoire jusqu'ici, tu as accompagné Laurie hors de cette étable froide et humide. Tu as traversé des nuits paisibles à l'hôpital, tu es entré dans la salle d'audience où la vérité a été révélée au grand jour et, finalement, tu as vu un foyer se construire, non pas par le sang, mais par un choix. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui ne faisait pas partie de votre famille par le sang, mais qui vous aimait comme tel? Partagez un souvenir, car peut-être que votre histoire touchera quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir en ce moment. Puissiez-vous toujours avoir quelqu'un vers qui vous tournez, même si vous ne partagez pas le même nom de famille, car la famille n'est pas toujours là où l'on est. Parfois, c'est là où quelqu'un choisit de rester et de marcher à nos côtés. Merci de votre écoute et que votre cœur se sente un peu plus chaud après cette histoire.